Notre seule façon de perdre cette élection, c'est si elle est truquée. Donald Trump ne mâche pas ses mots et il le répète à qui veut l'entendre, même si les sondages ne lui sont pas favorables, il ne compte pas quitter la Maison-Blanche si facilement. Alors que va-t-il faire? Truquer les résultats de l'élection présidentielle de novembre? Il n'en aurait même pas besoin. La Constitution américaine de 1787 et le système électoral présentent des failles dans lesquelles il pourrait s'engouffrer pour rester au pouvoir en toute légalité en cas de défaite ou de résultats très serrés. Petit rappel, le président américain n'est pas élu au suffrage direct. Cela se passe au niveau des États auxquels est attribué, en fonction de la démographie, un certain nombre de grands électeurs. Dans presque tous les États, le principe qui prévaut, c'est « the winner takes it all ». Le candidat qui obtient la majorité des voix emporte tous les grands électeurs dévolus à cet État, et ce même s'il n'a que quelques voix d'avance. Au total, le collège électoral compte 538 grands électeurs et pour l'emporter, un candidat doit en rassembler plus de la moitié, donc au moins 270. Après le jour du vote, ce sont les gouverneurs de chaque État qui transmettent au Congrès le nom et la couleur politique de leurs grands électeurs, sur la base du résultat du vote populaire. C'est ce qu'on appelle le certificat de vote. Ainsi, le gouverneur du Michigan dirait par exemple « Nos 16 grands électeurs vont au candidat démocrate ». Le problème, c'est que rien n'interdit au Parlement, du Michigan toujours, de dire « Ah non, nos grands électeurs vont au candidat républicain » et donc d'envoyer un certificat de vote différent. Ceci n'est pas une fiction, c'est déjà arrivé en 1876. Et avec des décomptes de voix compliqués par un recours massif au vote par correspondance, cela pourrait très bien se reproduire en 2020. Il se trouve que nos principaux swing states, la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin, ont tous des parlements contrôlés par les républicains, mais des gouverneurs démocrates. Cela augmente la probabilité que le scénario de 1876 se répète et que des certificats électoraux divergents soient soumis au Congrès. C'est in fine au Congrès de décider laquelle des deux listes il retient. Et si les républicains y sont majoritaires, Trump pourrait récupérer des voix qui ne lui étaient pas destinées. Imaginons qu'aucun des deux candidats n'obtienne la majorité du collège électoral. Eh bien, la Constitution américaine prévoit un mécanisme que l'on trouve au 12e amendement et qui date un peu puisqu'il a été adopté en 1804. C'est grâce à lui que fut élu John Quincy Adams en 1824. L'astuce consiste à faire élire le nouveau président directement par la Chambre des représentants. On y compte 435 députés, majoritairement démocrates à l'heure actuelle. On pourrait donc croire que ce sont eux qui pourraient élire le président. Mais selon la Constitution, ce n'est pas chaque membre de la Chambre qui vote, c'est la délégation qui obtient une seule voix. Donc non pas un homme, une voix, mais un État, une voix. Qu'il s'agisse de la Californie, forte de 40 millions d'habitants et 52 députés, ou du Wyoming, peu peuplé, avec un seul représentant. Avec ce système, suivant la répartition actuelle de la Chambre, la majorité reviendrait alors aux républicains, et donc Trump l'emporterait. Mais il y a un mais, ce n'est pas la Chambre des représentants actuelle qui voterait dans ce cas, mais celle élue en novembre et qui n'entrera en fonction que le 3 janvier. Rien ne dit alors que cet amendement dépassé puisse réellement aider Trump à rester au pouvoir. Alors qu'en France, il s'écoule 10 jours entre le jour de l'élection présidentielle et l'investiture d'un nouveau président, aux États-Unis, il se passe 11 semaines. Ce long calendrier est gravé dans le marbre de la Constitution. L'élection a lieu le mardi suivant le premier lundi de novembre et l'investiture est fixée au 20 janvier depuis 1933. Cette longue période de transition se justifie par le fait qu'aux États-Unis, on ne renouvelle pas que le président, mais l'ensemble de l'administration. Ces 11 semaines servent alors à nommer un cabinet, des collaborateurs, désigner des hauts fonctionnaires et transmettre les dossiers en cours. En pratique, le président sortant, même s'il est battu, bénéficie pendant encore 11 semaines d'un pouvoir énorme sans la légitimité du vote. Et la question est précisément la suivante. Qu'est-ce que Donald Trump, en cas de défaite, pourrait faire de ce pouvoir pendant ce long laps de temps ? Il pourrait par exemple déclarer l'état d'urgence et envoyer les agents fédéraux mater les mobilisations populaires, comme il l'a fait à Portland avec les manifestations Black Lives Matter.
Et le plus probable, c'est qu'il utilise ce temps et ce pouvoir pour jeter le trouble sur le vote par correspondance, comme il a déjà commencé à le faire, alors même que ce vote risque d'être particulièrement important en raison de l'épidémie de Covid-19 et qu'il est en général plus favorable aux candidats démocrates. Il peut très certainement envoyer des équipes juridiques sur le terrain pour remettre en cause les votes par correspondance, en prétextant qu'ils n'ont pas été remis dans les temps. Il pourrait être soutenu par le ministère de la Justice dans ses attaques sur le vote par correspondance. Et au final, cette procédure pourrait retarder tout le processus de décompte des votes par correspondance dans les swing states décisifs. Dans une démocratie, les pouvoirs des uns sont contrebalancés par les pouvoirs des autres. Alors en premier lieu, est-ce que le Congrès pourrait contrarier les plans d'un président qui s'accrocherait à tout prix au pouvoir ? Nous n'avons vraiment aucune procédure parlementaire. Nous n'avons pas de vote de défiance. Nous avons une sorte de régime présidentiel plutôt que parlementaire. Ensuite, il y a la Cour suprême, garante de la Constitution. Ces 9 juges sont nommés par le président et validés par le Sénat, et sa composition s'avère très politique. Il existe un précédent d'une contestation électorale portée devant la Cour suprême. En 2000, les votes de Floride ont été recomptés car les résultats étaient serrés entre George Bush Jr. et Al Gore, et cet État allait déterminer le vainqueur. La Cour a tranché en faveur du candidat républicain. C'est Al Gore qui, au lendemain de la décision de la Cour suprême, a courtoisement reconnu sa défaite. Et il a accepté une décision qui en réalité était plutôt partisane et peu argumentée. Et je pense qu'il est impossible d'imaginer Donald Trump s'en remettre à une décision de la Cour suprême de la même façon qu'Al Gore. Reste la rue, qui s'organise et se prépare à tous les scénarios. Par exemple, la plateforme citoyenne Protect the Results s'est montée pour s'assurer que si Trump perd l'élection présidentielle de 2020, il ne jette pas le pays dans une crise constitutionnelle. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un type de président qui met en évidence les défauts du système. Et malheureusement, ces défauts sont si incrustés dans le système qu'il n'y a rien que l'on puisse faire d'ici l'élection pour les résoudre ou les rectifier. Le prochain scrutin, qui s'annonce déjà hors du commun, sonnera-t-il le glas de ce fragile édifice constitutionnel américain, vieux de 233 ans ?